Salut à toutes, c'est Max Guys, merci à Satsujin de m'avoir invité à participer à cette vidéo, j'espère que l'affaire vous plaira, je vous laisse avec le maître de la chaîne. Merci Max Guys et merci infiniment d'avoir répondu à mon invitation. Je vous laisse découvrir cette collaboration qui nous replonge dans les entrailles d'une des premières affaires de tueurs en série japonaises. Bonne vidéo à tous. Si l'histoire japonaise est pleine de récits de batailles, d'exécutions sommaires et de crimes d'État, les récits de tueurs avant l'ère Meiji sont souvent légendaires, mal documentés et sujets à controverses historiques. Au coin de ma rue, dans le quartier de Shinagawa, se trouve le mémorial de Suzugamori commémorant les exécutions capitales qui eurent lieu pendant des siècles à cet endroit. Les petites statues hors d'âge et les autels toujours alimentés en offrandes rappellent que des milliers de gens y furent décapités, brûlés sur un bûcher, découpés à la scie, crucifiés, coupés en deux par la taille, bouillis ou flagellés à mort. Le monument nous rappelle aussi que même si l'ère Meiji marqua l'interdiction de ces modes d'exécution en utilisant la seule pendaison, elle ne marqua pas la fin des crimes de sang. La modernisation du pays, de ses registres et de sa police à la fin du XIXe siècle permirent le classement et la transmission des premières affaires criminelles jusqu'à nous. Quasiment inconnu en dehors du Japon, laissez-nous vous raconter l'histoire et le parcours du premier tueur en série de l'histoire japonaise moderne. Celle de celui que l'on nomma dès son arrestation en 1916, le tueur de nonnes. Cette affaire, enseignée dans toutes les écoles de police japonaises dès la première année, reste encore à ce jour celle qui inaugura l'ère de l'investigation moderne. Daima Ryumoto est né dans le quartier d'Asakusa à Tokyo en 1871 ou 1872. Ce quartier, qui s'organise autour du grand temple Senshōji, a toujours été un endroit bouillonnant qui attirait pèlerins, visiteurs et moines. C'est toujours le cas de nos jours. À cette époque, le père de Daima tenait une petite boutique de prêt sur gage non loin du temple. Le jeune garçon vécut une petite enfance protégée de la misère et jouait au milieu des jardins monastiques. Son père le destinait à reprendre son commerce, mais alors qu'il n'avait que 7 ans, ses parents moururent brutalement. L'hypothèse retenue à l'époque est celle d'un cambriolage de la boutique qui a mal tourné. Le jeune Ryumoto fut confié par la police à un oncle qui, déjà père de famille et désargenté, ne pouvait pas l'élever et le vendra au moine du temple Soto dans la ville d'Oita. C'est le moine Ryugen qui le prendra sous sa protection et l'adoptera religieusement. Il devint novice et reçut le prénom de Ryun. De 7 à 18 ans, il y apprit à lire et à écrire, connaissant les écritures saintes et devint même un prêcheur très avenant. Il s'intéressait aussi énormément au judo qu'il pratiquait avec talent. Malheureusement, en 1890, alors que le jeune moine n'avait que 18 ans, Ryugen décède. Daima décida alors de quitter le temple de Soto pour se consacrer plus au judo qu'à la prière. Il rejoindra le temple et dojo de Kumamoto sur l'île de Kyushu et passera son temps à pratiquer son art. C'est là qu'il croisera des officiers de l'armée impériale venus pour s'entraîner avant de partir pour la guerre sino-japonaise qui venait d'éclater. Exalté par ses promesses d'aventure et de gloire, il signa un engagement dans les armées coloniales et partit pour la Chine dès 1894. Il y découvrit la vie militaire, mais aussi les bordels de campagne et la violence, au combat et durant les exactions sur les populations chinoises. Bien loin de l'enseignement bouddhiste qu'il avait reçu. Il s'y est battu avec bravoure pendant 2 ans jusqu'à ce qu'une mine terrestre ne vienne briser son élan. Il fut grièvement blessé par son explosion et reçut les éclats en plein visage. Il eut le nez arraché et de nombreuses blessures à la tête. Il est fort possible que ce soit cette explosion et ce choc qui ait modifié sa personnalité de manière radicale. Rapatrié, il fut accueilli par les moines du temple Shimada au sud de Tokyo. Il y passa quelques mois, mais ne pouvait plus se tenir à la vie monastique, chaste et méditative. Il était régulièrement pris de violents maux de tête, de perte d'équilibre et ne participait que peu à la vie de la communauté. Personne ne sait s'il le choisit ou si les moines l'y poussèrent, toujours est-il qu'il devint moine errant,
prêchant sur les routes du pays et dormant dans les temples ou chez les gens qui voulaient bien l'accueillir. C'est en 1905 que son parcours criminel va commencer. À cette époque, il sillonnait les routes de la région de Hyogo, demandant l'aumône au gré de ses pas. Dans la ville d'Amagasaki, il fut accueilli pour la nuit dans le temple Shinoyan. Une religieuse lui donna à manger et l'installa dans une petite annexe du temple. Au milieu de la nuit, convoitant l'argent des offrandes, il fractura une petite porte à l'arrière du sanctuaire, mais la religieuse l'entendit et le surprit en plein cambriolage. Il l'étranglera à mort, traînera son corps derrière le bâtiment et s'enfuira avec l'argent des oboles, soit 24 yens, environ 125 €, une belle somme à l'époque. Durant les 3 années qui suivront, il écumera les temples et les monastères, escroquant les moines au nom des soi-disant levées de fonds pour des œuvres imaginaires. Utilisant des pseudonymes et changeant de lieu très vite et très souvent dans un Japon sans véritable moyen de communication, il put passer à travers les mailles du filet. Mais en 1908, il fut repéré par la police impériale de la province de Mie, correspondant à la description que beaucoup de victimes en faisaient. Un moine sans nez et à la robe déchirée. Il sera arrêté le 25 décembre et quelques jours plus tard, écopera de 4 ans de prison. Il sortira le 4 janvier 1913 et reprendra immédiatement la route. À pied, il rejoindra la ville de Odawara dans la région de Kanazawa au sud de Tokyo. Il apprendra par un moine que les religieuses du temple de Gantyū-ji collectaient des fonds pour rénover leur sanctuaire. Il s'y rendit et fit un don conséquent de 5 yens, promettant aux nonnes de les aider dans leur quête. Il y passera quelques semaines, quêteur zélé et bon prêcheur. Début avril, voyant la cagnotte bien remplie et le temps des travaux arriver, il s'introduisit dans la chambre de la religieuse de 60 ans qui gérait les finances du lieu et l'assomma. Il la viola et déroba les 200 yens de la cagnotte ainsi que le livret d'épargne du monastère. Après avoir revêtu des vêtements civils, il se rendra dans le quartier chaud de Fukuhara à Kobe et dépensera ses 200 yens en alcool, en prostituées et au jeu. Grâce à quelques petits voyous rencontrés dans les bars, il réussira à toucher l'argent du livret bancaire. Nous ne savons pas quelle somme il y avait dessus, juste qu'il l'a partagé avec ses complices. C'est avec un de ses compagnons de boisson qu'il aura une violente dispute quelques semaines plus tard. Il semblerait que l'homme de 26 ans l'ait floué sur la somme à partager, toujours est-il qu'il le retrouvera sur les docks de Kobe et le tua au cours d'une violente bagarre. Il faut dire que Daimai était un homme plutôt robuste. Pas très grand mais très athlétique, il passait sa vie à marcher et à grimper, poursuivant son entraînement de judo dès qu'il le pouvait. Il se battait souvent depuis son retour de Chine et perdit rarement ses duels. C'est aussi cette force physique qui lui permettra de tuer toutes ses victimes sans qu'elles ne puissent rien vraiment faire contre lui. Dans les jours qui suivirent ce crime, il reprit sa route et marcha vers le sud-ouest. Il arriva au début de l'automne dans la ville de Fukuoka où il résida quelques jours, remettant sa robe de moine pour demander l'aumône. Un soir qu'il était dans un restaurant de Oudan, il remarqua la patronne qui discutait et servait les clients et la trouva fort à son goût. Après la fermeture de l'établissement, il la suivit discrètement et, après qu'elle fût rentrée chez elle, fractura une fenêtre. La surprenant dans sa baignoire, il la viola puis lui demanda à boire. Ils passèrent la nuit à discuter en buvant et fumant ensemble, et la jeune femme, Keiko, l'invita à rester. Il passa 1 an chez elle, continuant ses activités frauduleuses dans les monastères de la région, puis, à l'été 1914, ils déménagèrent à Tokyo et s'installèrent dans le quartier de Kyobashi. Peu de temps après leur installation, les affaires reprirent et il cambriola le temple de Namba et quelques petits sanctuaires alentours. Recherché par la police, il dut s'enfuir, mais sa compagne, Keiko, ne voulut pas le suivre. C'est tout seul et à pied qu'il reprendra la route, jusqu'à Kyoto cette fois. Le 5 septembre 1914, il réussit à s'introduire dans la chambre d'une nonne indépendante dont il avait entendu dire qu'elle gardait l'argent des quêtes et des oboles. La religieuse de 58 ans fut battue, puis violée par Daimai. Comme la femme était résistante et criait très fort, le moine criminel lui arracha la langue avec une seule main. Elle mourut d'hémorragie quelques heures plus tard. Lui s'enfuit avec l'argent du monastère, de nouveaux habits et une nouvelle direction. Il marchait maintenant en cachant son visage trop reconnaissable et ne restait pas plus d'1 semaine au même endroit. C'est pour cela qu'il se dirigeait maintenant vers Tokyo,
une idée derrière la tête. Il se rendit dans le quartier de Otsuka, au nord-ouest de Tokyo, prétendant être Nakayama Kigo, le frère de la nonne qu'il avait tué quelques semaines plus tôt. Habillé de la robe qu'il avait volée avant de partir, personne ne mit en doute sa parole et il fut invité à rester. Le lendemain de son arrivée, le 29 octobre 1914, il s'introduisit dans la chambre d'une religieuse, cousine de sa dernière victime, la viola et lui brisa les vertèbres, la laissant pour morte. Il vola l'argent de la communauté, une petite quantité d'or et repartit avec le futon tout neuf de la victime qu'il revendra à un bon prix. Il ne partira pas très loin cette fois. Au sud de Tokyo s'étend la ville de Kamakura, un centre religieux très important pour le bouddhisme japonais. Perdu au milieu des temples et des monastères, il espérait passer inaperçu et c'est ce qui arriva pour un temps. Mais à court d'argent, après avoir tout flambé dans les quartiers chauds de Tokyo, il dut se remettre en quête de liquidité. Le 11 novembre, il entra par effraction dans le temple de Nunnera à Kamakura et vola 20 yens et des habits de cérémonie avant d'être repéré par un moine qui dormait à proximité. Il essaya de s'interposer, mais Daimai le roi de coups et le tua à main nue. Se faisant passer pour un marchand ambulant, il tira un très bon prix des vêtements volés et put vivre quelque temps avec cet argent. Régulièrement, à la nuit tombée, il se rendait dans les dortoirs des jeunes femmes novices et abusait d'elles. Nul ne sait combien furent victimes de ces crimes, le clergé bouddhiste ayant été très fermé sur ce sujet au moment de l'enquête, mais les dires de Daimai, recoupés avec quelques témoignages, indiquent une quarantaine de viols. Le soir du 27 janvier 1915, alors qu'il s'en prenait à une jeune novice de 21 ans, celle-ci appela à l'aide, il lui brisera la nuque et partira de Kamakura. Il s'installera dans le centre de Tokyo, louant un ancien salon de coiffure fermé pour quelques yens par mois. Le 8 mai, armé d'un sabre militaire, il fera irruption au domicile d'un prêtre shinto et de sa femme, le menacera avec son arme, violera son épouse devant lui et partira avec leur argent et leurs objets précieux. 20 jours plus tard, il entrera en criant dans un temple, arme au poing, taillera le moine en pièces avec son sabre et dépouillera les caisses à obol. Le parcours criminel du mendiant meurtrier allait prendre fin en juillet de cette année 1915. Le 18 juillet, il repéra un temple isolé dans le quartier en rénovation de Asagaya à Tokyo. Une vieille nonne de 69 ans en était la gardienne. Il vint en repérage plusieurs fois pour vérifier qu'elle n'avait personne avec elle et, à la nuit tombée, s'introduisit dans le petit sanctuaire, vola des objets de culte précieux et de l'argent, viola la religieuse mais n'eut pas le temps de la tuer, surpris par des voisins curieux de voir de la lumière aussi tard. La malheureuse victime et des riverains qui l'avaient vu traîner dans le quartier donnèrent son signalement, toujours le même, un homme robuste, sans nez et habillé en moine. Se sentant traqué, il changea à nouveau d'identité, revêtit des vêtements civils et reprit son vieux pseudonyme de voyou, Uchisuma. Il acheta un billet de train pour Fukuoka, loin de Tokyo, mais fut repéré par une patrouille ferroviaire à la gare. Un coup de téléphone fut donné à la police locale et le 8 août 1915, Daimai fut appréhendé à la gare de Hakata. Son arrestation fut compliquée car il ne se laissa pas faire. Il fallut plusieurs officiers pour le maîtriser et certains en ressortirent plutôt abîmés. Il fut envoyé à la prison de Shinjuku à Tokyo et son procès se tint à la cour de district de Tokyo. Ne niant aucun fait et croulant sous les témoignages et les preuves matérielles, il fut sans surprise condamné à mort le 22 mai 1916. Au président du tribunal qui lui lisait la condamnation, il répondit « Me tuer ? Laissez, je vais le faire moi-même, ça vous évitera du travail. » Il fut exécuté un mois plus tard, le 26 juin 1916. Le matin de sa pendaison, il mangea et but le dernier repas traditionnel des condamnés à mort, toujours le même aujourd'hui, des petits gâteaux vapeur aux haricots rouges sucrés, manju et du thé. Gros fumeur et étant assigné au tabac chiqué en application du règlement, il demanda au gardien s'il pouvait fumer une dernière cigarette. Celui-ci lui accorda et il fuma paisiblement face à la potence, disant entre deux bouffées « Je revis ». Il refusa le bandeau qu'on lui proposa et monta sur l'estrade. Avant que le bourreau n'ouvre la trappe, il prononça ces derniers mots. « Quand je m'imaginais condamné à mort, je voyais ça exactement comme maintenant. Calme, propre. Allez, allons-y, messieurs. »
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo qui, je l'espère, vous aura appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. Un grand merci à Max Guys d'avoir accepté mon invitation et d'avoir rendu possible cette collaboration. N'oubliez pas d'aller visiter sa chaîne et de vous y abonner, elle regorge de pépites criminelles et d'histoires passionnantes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne également et d'activer la petite cloche pour être averti des sorties. Si vous voulez bénéficier de contenus exclusifs et de cadeaux, rejoignez l'unité Satsujin, l'espace membre très spécial. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee ou sur Utip pour m'aider à maintenir le cap et à vous proposer chaque semaine de nouveaux contenus, mais aussi en faisant un tour sur ma boutique Spreadshirt sur laquelle vous trouverez forcément un modèle qui vous plaira. Je vous rappelle que mon dernier livre est toujours en vente sur le site de mon éditeur, Camion Noir, sur toutes les plateformes de vente, mais aussi directement si vous souhaitez une version dédicacée. Il vous suffit de m'envoyer un message privé. Pour cela, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux et sur Twitch, où des lives thématiques arrivent dès la fin du mois. Allez, je vous laisse. Matane.「故郷の夢かし」